Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Vous le savez, chaque dimanche, nous débattons sur ce plateau des thèmes qui dominent l'actualité dans cette partie méditerranéenne de l'Occitanie. Et depuis le fameux 17 novembre, les Gilets jaunes y sont omniprésents. Ce mouvement de protestation contre la hausse du prix des carburants, lancé en octobre sur les réseaux sociaux, a pris une ampleur inattendue au point de devenir le problème majeur posé au gouvernement, bien sûr, mais aussi au monde politique dans son ensemble. Alors, quel message nous adressent les Gilets jaunes et surtout comment y répondre? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. Tout d'abord, et merci d'être avec nous, Virginie Rosière, vous êtes coprésidente des Radicaux de gauche, députée européenne et conseillère régionale, membre de la majorité régionale qui soutient Carole Delga. Vous présidez également le comité régional du tourisme. Coralie Dubost, vous êtes députée La République En Marche de l'Hérault, juriste de formation. La résolution des conflits est un peu votre spécialité et donc vos compétences professionnelles doivent être fort utiles en ce moment. Julien Sanchez, vous êtes le porte-parole du Rassemblement national, maire de Beaucaire dans le Gard et conseiller régional d'Occitanie. Vous, dans l'opposition à la majorité conduite par Carole Delga. Enfin, Pierre Morel à l'huissier, vous êtes député Les Républicains, vous avez été longtemps maire de Fournes, un petit village de Lozère, un département rural, je crois, où la mobilisation des Gilets jaunes a été très forte. Avant de vous donner la parole, voyons qui sont ces Gilets jaunes. Nous avons choisi d'éviter les chiffons rouges, ces propos radicaux adressés quelquefois aux médias, pour nous intéresser à un couple de travailleurs discrets mais très mobilisés depuis le premier jour. Alexandre Grelier et Frédéric Guibal sont allés à leur rencontre à Trèbes, dans l'Aude. Regardez. Kevin et Charlène travaillent tous les deux. Lui est mécano dans un garage et elle, coiffeuse. Bon appétit. Ils gagnent chacun l'équivalent d'un SMIC, 1 200 € par mois, et couvrent tout juste leurs charges. Leurs loisirs sont réduits au strict minimum. Tu travailles pour te faire à manger et après tu dors pour retourner travailler et puis tu travailles pour essayer de vivre un peu décemment et ça change pas. C'est toujours pareil. Ça fait des années que ça dure et c'est de pire en pire et plus ça va et moins ça va. Il y a 6 mois, le jeune couple a fait construire cette maison. Pour ne pas trop dépenser, ils finissent les travaux eux-mêmes. Je toucherai plus d'argent, je pourrais faire travailler d'autres entreprises au lieu de me tuer ma santé à moi pour le faire moi-même. Donc oui, je pourrais payer un maçon pour qu'il me fasse un mur, un électricien pour qu'il me fasse l'électricité. Je pourrais faire travailler plein de monde, sauf qu'on ne touche pas assez pour les faire travailler. Depuis le début des actions des Gilets jaunes, Kevin se mobilise uniquement sur son temps libre. Charlène, elle, a mis son activité professionnelle entre parenthèses pour s'inscrire dans le combat. Nous, on n'est pas à Paris, on n'a pas les métros, on n'a pas les tramways, on est obligé, on est dépendant de la voiture, on est dans des petits villages et on est obligé de mettre de l'essence ou du gasoil, de prendre sa voiture, sa moto, de prendre son moyen de transport pour pouvoir se rendre d'un point A à un point B. Cette nuit encore, la jeune femme restera sur le point de blocage de Carcassonne, déterminée à ne pas baisser les bras. Alors nous reviendrons sur les nombreux motifs de colère de ces Gilets jaunes, mais parce qu'il faut bien les prendre les uns après les autres. Commençons par le premier, le prix du carburant. Tout d'abord des données, des chiffres sur l'évolution des prix du baril de pétrole et celle des prix du gasoil. En juillet 2008, le baril coûte 140 $ et le prix du gasoil flambe pour atteindre à 1,45 € le litre. L'année suivante, le baril s'effondre à 37 $ et le prix du gasoil retombe en dessous des 1 €. Pour les Français, le lien entre ces fluctuations qui échappent au gouvernement est compréhensible. Mais aujourd'hui, à moins de 50 $, le prix du baril ne cesse de baisser alors que le prix du gasoil reste élevé. Il y a quand même beaucoup de taxes. Est-ce qu'on pourrait alléger aujourd'hui ces taxes sur le carburant? Virginie Rosière, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est quelque chose qui, à mon avis, ce mouvement, c'est aussi une réaction de ras-le-bol en face d'une politique qui est injuste et en plus qui est mensongère. Parce que faire croire que l'augmentation de la taxe sur le gasoil, c'est une mesure écologique, que c'est là que se trouve le cœur de la politique écologique du gouvernement, c'est mentir aux Français. Quand on regarde le montant qui va effectivement financer la transition écologique, il est très faible. C'est essentiellement une mesure de finances publiques pour compenser les cadeaux fiscaux faits aux plus aisés. Alors, on a vu, c'est 6% d'augmentation du pouvoir d'achat pour les 1%. Excusez-moi, c'est 6% d'augmentation du pouvoir d'achat pour les 1% les plus aisés des Français. Et ensuite, on vous présente l'augmentation du prix du gasoil comme une mesure écologique, alors qu'on ouvre des exploitations en Guyane, que
on ne taxe pas ni le kérosène, ni le transport maritime, et qu'on voit bien que l'impact écologique est très faible. Surtout, pour que ce soit une mesure écologique, il faudrait que ça ait un effet de déplacement de la consommation de gasoil vers des solutions alternatives. Mais ces solutions alternatives, pour les obtenir, il faudrait investir et non pas taxer. Pierre Morel-Huissier, sur cette question du coût du carburant et surtout du pourcentage de taxes. C'est le trop-plein d'une politique fiscale. On a vu la CSG pour les retraités. Et aujourd'hui, c'est symptomatique. Le carburant, c'est quelque chose... Ça concerne à la fois la voiture et puis la cuve de fioul. J'imagine que vous êtes favorable à une transition écologique et donc à une taxation pour y arriver. Mais peut-être, à mon avis, aujourd'hui, c'est pas la question. Aujourd'hui, ce que vous disent les citoyens, c'est on a du mal à s'en sortir. Donc, c'est certes que le climat, tout ça, c'est important, mais c'est pas la réponse aujourd'hui. Le président de la République répond climat. Nous, on répond pouvoir d'achat. Et quand vous avez en Lozère 9 mois de chauffage, c'est-à-dire qu'on fait du 4000 litres de fioul, comment les gens s'en sortent ? Julien Sanchez, sur cette question du prix du carburant, on viendra après au pouvoir d'achat, mais d'abord sur le prix du carburant, est-ce qu'on peut faire autrement ? Bien sûr qu'on peut faire autrement. Tout est le fruit de décisions politiques. Je crois que voilà, si le gouvernement nous dit on ne peut rien faire, à ce moment-là, qu'il laisse faire d'autres, qu'il laisse la place, d'autres feront. Mais je crois qu'on ne peut pas dire, un politique ne peut pas dire aujourd'hui qu'il ne peut rien faire. C'est totalement faux. Le prix du carburant trop élevé, trop de taxes. Hein, bien sûr, 60% ce sont des taxes, donc évidemment qu'on peut faire quelque chose si on le souhaite, si on le veut. Et au niveau régional, les élus d'ailleurs du groupe Rassemblement National ont même proposé la division par 2 de la surtaxe régionale sur le carburant, qui a été rejeté par Madame Delga, qui n'a pas souhaité faire baisser donc la surtaxe. Peut-être que Madame Rosière vous répondra sur ce point dans un instant, mais Madame Dubost, vous vouliez répondre à Virginie Rosière. En fait, je veux répondre à tout le monde parce qu'on entend un peu de tout dans ce qui est dit. Moi, bien évidemment, les concitoyens qui m'envoient, et vous voyez les documents qui sont là, donc leurs réclamations, je les entends. Je pense effectivement que le carburant n'est pas le seul argument dans cette manifestation. On parlera juste après du pouvoir d'achat, mais je voulais que... Alors, Madame Rosière, sur ce que vous avez dit, vous y êtes allé fort et vous faites de la posture politicienne classique. Et je le comprends, on n'a pas du tout la même culture. On n'a pas la même culture de ce point de vue-là. Je croyais que vous avez laissé parler, je peux vous répondre. Oui, mais je ne vois pas encore vous réfuter les arguments. C'est culture, si vous voulez, de posture politicienne très agressive et très mensongère. Mais c'est pas la culture de la République en marche. Quand vous dites qu'il faut investir et non taxer. Mais si vous avez regardé le budget d'État, on a mis 15 milliards d'euros d'investissement dans la transition écologique. Vous ne l'avez pas fait quand vous étiez au gouvernement. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas préparé la situation. Les mesures écologiques du gouvernement, on les attend toujours, Madame Dubost. Vous non plus. Personne n'a préparé cela. Nous sommes les premiers à l'oser. Nous sommes les premiers à oser investir dans la transition écologique. Apparemment, vous voyez sur la SNCF et les petites lignes, sur les transports alternatifs, on voit le résultat de la politique du gouvernement, effectivement. Et je connais bien le problème. Je peux le dire. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas quand ils l'entendront. Mais mes parents qui vivent en Lozère, qui connaissent cette problématique donc de la chaudière au fioul, qu'il faut effectivement chauffer longtemps dans l'année. Il y a des mesures d'accompagnement qui ont été proposées par le gouvernement, qui seront probablement mieux expliquées si elles ne sont pas assez bien expliquées aujourd'hui. On fera ce travail-là, c'est normal, mais il y a aussi des mesures d'accompagnement là-dessus. Donc il ne faut pas dire de mensonges, il y a beaucoup de choses qui accompagnent. Mais je comprends que pour vous, ce soit plus pratique. Alors, vous l'avez dit, autour du mouvement des Gilets jaunes, beaucoup de Français qui peinent à s'en sortir expriment leur désarroi. Ils protestent notamment contre la baisse de leur pouvoir d'achat, une baisse qu'ils imputent à une fiscalité jugée trop sévère et à un coût de la vie trop élevé. Alors, quelles mesures immédiatement efficaces pourraient endiguer ce sentiment ? Pierre Morel-Huissier. Écoutez, il faut arrêter de fiscaliser tout. Il faut l'augmentation de la CSG, tous les retraités depuis 8 mois, 10 mois ne me parlent que de ça. Et donc, comment voulez-vous qu'une personne qui gagne 1 184 € net par mois ou 1 200 € net par mois, comment voulez-vous qu'aujourd'hui elle s'en sorte ? C'est une difficulté majeure. Et il me semblait que le mouvement En Marche était issu de la société civile. On nous a expliqué, c'est la société civile qui rentre au Parlement. Extraordinaire. Comme si moi, je n'étais pas société civile en étant un ancien avocat. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, la société civile, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, elle met tout le monde dehors. Et vous avez des citoyens de base, des gens, des artisans, des commerçants, des retraités sur des ronds-points qui vous arrêtent. Vous vous rendez compte ? Ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Venons-en aux mesures. Vous qui êtes un député des Républicains, est-ce que, à votre avis, c'est les salaires qui aujourd'hui sont trop bas ? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, en mesure symbolique... Le SMIC, évidemment. Et puis, il faut baisser la dépense publique. Il y a tellement d'argent public gaspillé de manière anormale. Il faudrait faire un audit de toutes les administrations centrales.
Il faut supprimer un certain nombre de dépenses publiques. Il y a trop de dépenses publiques. Le président de la République ne veut pas changer. Mais quand les Républicains étaient au gouvernement, au pouvoir, il n'y a pas Écoutez, moi, j'étais assez libre pour critiquer ce que Nicolas Sarkozy a pu faire. Je lui reprochais de ne pas comprendre la ruralité. Donc aujourd'hui, Mais on parlait d'augmentation des salaires. Il n'y a pas eu vraiment d'augmentation majeure du SMIC. Des coups de pouce au SMIC. Aujourd'hui, le Premier ministre dit pas de coups de pouce au SMIC. Bon. Et il est dans une posture. Il vient en Lozère. Il vient pour les commémorations de 14-18. Pas un mot lozérien. Virginie Rosière, quelles mesures pourraient être fortes et pourraient endiguer ce mouvement ? Rééquilibrer la fiscalité. J'entends des accusations de mensonges, mais je ne vois pas en quoi les chiffres que j'ai avancés ont été réfutés par Mme Dubost. Donc je les maintiens, effectivement, 6% d'augmentation du pouvoir d'achat pour les 1% les plus aisés. Et dans le même temps, la suppression de 5 € de moins sur les APL, le gel des prestations sociales, la CSG sur les retraites. Et donc on voit bien que la fiscalité pèse sur ceux qui ont le moins, pour en demander encore moins à ceux qui ont le plus. Donc c'est un simple rééquilibrage. Et dans le même temps, moi je pense que dans la colère des Gilets jaunes, il y a aussi le fait que, alors c'est là que je ne suis pas d'accord avec M. Morel-a-L'Huissier, il y a le fait de voir les services publics s'éloigner de plus en plus. C'est-à-dire que non seulement la mobilité devient taxée, mais en plus pour accéder à des services pour lesquels vous payez des impôts, eh bien, vous avez de plus en plus de routes à faire. Et donc moi je pense au contraire qu'il faudrait rapprocher les services publics. Donc ça veut dire le consentement à l'impôt, il est là quand vous avez l'impression que vous en avez pour votre argent et que ce qu'on vous demande est juste. Là, ça n'est ni juste ni efficace. Donc effectivement, rapprochons aussi les services publics des citoyens. Julien Sanchez, sur ce pouvoir d'achat, est-ce qu'il y a des signes forts qu'on pourrait donner ? On parlait de revaloriser le SMIC, peut-être revaloriser les salaires dans leur ensemble ? Écoutez, je crois que les Français ont eu un moment pour choisir, c'était l'élection présidentielle. Je crois qu'il faut aussi rappeler à tous ceux qui manifestent, et j'étais avec eux d'ailleurs le 17 également, parce que voilà, moi je suis maire et je suis confronté aux réalités aussi. Il faut leur rappeler qu'il y a eu une élection présidentielle et que l'élection, c'est un moment important dans une démocratie et que c'est à ce moment-là qu'il faut se prononcer. Alors sur le pouvoir d'achat, Marine Le Pen proposait lors de l'élection présidentielle précisément une mesure sur le pouvoir d'achat pour les Français qui était de prendre en charge une partie donc des cotisations à hauteur de 200 € sur les petits salaires pour justement ne pas pénaliser les dirigeants d'entreprise, mais redonner du pouvoir d'achat aux petits salaires. Ça faisait partie des propositions de Marine Le Pen. Donc des propositions, on ne va pas les inventer aujourd'hui, on les avait déjà à la présidentielle et on vous redonne les mêmes. Autre point que je voulais aussi aborder, c'est M. Morel-a-L'Huissier parlait tout à l'heure de taxes, etc. Il disait justement, aujourd'hui les seules solutions qui sont présentées par le gouvernement sont les taxes. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'au lieu de créer des taxes, il faudrait plutôt penser à faire des économies et à regarder quelles sont les mauvaises dépenses. Quand on gère un budget, on regarde les mauvaises dépenses et on les arrête. Je pense par exemple au coût de l'immigration qui est colossal. Je pense au budget de l'Union européenne. On est donc contributeur net au budget de l'Union européenne à hauteur de 8,5 milliards par an. Est-ce que il n'y a pas là une piste d'économie très importante aussi ? Donc plutôt que de taxer encore plus, faisons des économies là où on le peut. Je vais revenir. La fraude sociale, la fraude fiscale, l'évasion fiscale également sont des pistes. Je vais revenir vers vous, Coralie Dubost, parce que certains députés de La République En Marche, comme Patrick Vignal, député de l'Hérault, proposent de décréter une pause de 3 mois, en tout cas dans les taxations, dans les hausses de taxes, notamment sur le gaz, sur le carburant. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Moi, je pense que c'est de la poudre de perlimpinpin qui est un peu agitée pour apaiser les esprits de façon très posturale. Mais est-ce qu'il ne faut pas apaiser les esprits finalement ? Il faut les apaiser durablement. Il faut, si vous voulez, je reprends ce que je disais tout à l'heure et là où M. Morel-a-L'Huissier a parfaitement raison, c'est de dire que la société civile est arrivée. Quand je dis société civile, on ne nie pas le fait que certains politiques avaient un métier. Je sais que vous êtes avocat par ailleurs. Mais pour autant, quand on parle de société civile, on parle de gens qui n'ont pas fait de carrière en politique. Alors je ne sais pas qui autour de cette table a déjà été travailleur pauvre. Moi, dans ma vie professionnelle, ça m'est arrivé. Et j'ai des bacs +5. Et pour autant, je sais la tension de l'emploi ici sur notre département. J'ai eu à vivre la situation que connaissent ces Gilets jaunes et je comprends ce qu'ils vivent. Qu'est-ce qu'on fait précisément pour ces situations en augmentant la prime d'activité ? C'est un 13e mois du SMIC qui arrive à la fin de l'année. C'est ça qui arrive avec l'augmentation de la prime d'activité, l'allègement des cotisations sociales. Ce que vous avez dit est faux sur les prestations sociales, elles ne sont pas gelées, elles ont été augmentées sur certaines. Alors, laissez répondre Mme Rosière. Je termine mon propos parce qu'elle dit des choses fausses. Laissez répondre et après on revient vers vous. Les prestations sociales ne sont plus indexées sur l'inflation. Donc vous avez des prestations qui augmentent. Mais bien sûr que si. On en a augmenté. Vous les avez mais vous les augmentez bien en deçà de l'inflation. Donc le pouvoir d'achat mécaniquement des bénéficiaires diminue. Arrêtez de dire n'importe quoi aux Français. Ça se voit maintenant. Bon, alors. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont quand on fait un budget. Je ne sais pas si vous l'avez regardé finalement le budget d'État, mais on a augmenté par exemple, et ça n'a cessé d'être répété, les allocations d'adultes handicapés, les allocations vieillesse et toutes les prestations sociales ont été réorientées en fonction
de la composition du tissu social, c'est-à-dire vers les familles monoparentales. Et ça a été énormément augmenté. Là, qu'est-ce qui a été Oui, mais voté en fait, la colère, hier elle est en là. hémicycle? Qu'est-ce qu'il faut changer? Hier, en hémicycle, a été aussi voté le fait que les Chibani puissent bénéficier de la sécurité sociale. C'était pas le cas avant. Vous ne l'avez pas fait quand vous étiez au gouvernement. Vous ne pouvez pas dire des mensonges et les répéter pour que ça devienne des vérités. Vous avez des Monsieur Morel-Havissier, les prestations j'ai pas d'inflation, terminé de elles augmentent répondre. moins Alors, vite que l'inflation. on a beaucoup de choses, Arrêtez beaucoup de dire points abordés. n'importe quoi. Je voudrais que chacun s'exprime sur le... Vous êtes trois à dire Alors, des choses qui mais parce sont que vous dites, fausses. Alors, n'importe Madame quoi. Dubos, on perd du temps là. Laissez s'exposer. Le dispositif, la défiscalisation des heures supplémentaires. Ça a été supprimé. Oui, tout à fait. C'était Hollande contre Sarko, parce que c'est Sarko qui l'avait fait, il fallait le supprimer. Ça aurait été une bonne mesure. Vous ne le faites pas. Vous savez, un président de la République, un jeune président de la République de 39 ans, qui, au bout de 18 mois, met beaucoup de monde dehors, c'est pas bon signe pour la société et c'est pas bon signe pour la politique humaine. Et ça m'inquiète beaucoup. Alors là, je suis d'accord avec lui Ben oui. sur le fait que ce qui est inquiétant, c'est qu'il y ait plusieurs colères qui se soient rejointes, qui ne soient pas forcément cohérentes, mais je ne pense pas que ce soit le fait du président de la République en cours. Je pense que c'est le fait d'une crise républicaine profonde qui relève de 40 années et les responsabilités est partagée autour de cette table et Non, partagée non. au sein de tous les représentants à toutes les strates de la Non, on n'a société. jamais été au pouvoir. Alors, Si, c'est Non. complètement. Et c'est sûrement parce qu'il y avait des déceptions et des crises dans la vie politique que la République En Marche Oui, a ça été vient élue. aussi. N'en vous Oui. déplaise qu'il y ait de la société Non, mais civile on aujourd'hui au peut retrouver Parlement. des responsabilités partout, mais le président de la Il faut travailler République... intelligemment Non. là-dessus. Et Mais- plutôt que de distiller comme ça des mensonges et des fractures, je le pense qu'il faut travailler président- sur du le Il y a contenu. Donald Trump qui Il accuse faut les journalistes de vraiment fake news. quoi. travailler Non. sur du Le président de la commun. République actuelle est arrivé au pouvoir dans des conditions très particulières, avec la disparition du candidat Fillon, avec une affaire qui l'a bien aidé, et un Et second c'est tour votre qu'on connaît. déception, Non, c'est pas mais ma c'est pas une responsabilité. déception, c'est un constat. On constate aujourd'hui, au bout de 18 mois, qu'il n'avait aucun programme établi. Mais c'est faux. Aucun. Mais c'est Il a faux. fallu Il y a un attendre programme 6 technique. mois pour que l'Assemblée Mais je vais vous nationale commence à l'envoyer, et travailler. le programme et les mesures qui ont été prises depuis 18 mois. Vous On prenez voit- le on voit ce que le programme, peuple vous dit prenez aujourd'hui. les plus de On 120 voit ce que le réformes qui ont peuple été dit aujourd'hui. adoptées. Il y a eu 120 réformes adaptées en 18 mois. Ça n'est jamais arrivé. Bon. Les 120 correspondent à voyez des des engagements. personnes On va de continuer 80 ce ans débat sur dans un le instant. correspondent aux engagements. Monsieur Morel-Havissier, de Madame campagne. Dubos, on va continuer dans un instant parce qu'on a parlé évidemment des causes du mouvement. Voyons maintenant un peu ses conséquences. Notre économie régionale est très impactée. Les commerçants, même si beaucoup sont solidaires, parlent d'une baisse importante de leur chiffre d'affaires en novembre. Dans le Gard, selon les services de l'État, des centaines de personnes sont en chômage partiel. Laurent Baumel et Serge Dian se sont rendus à Alès, dans une zone d'activité qui souffre du manque d'approvisionnement. Regardez, je précise que ce reportage a été réalisé mercredi 28 novembre. Didier Bazalgette possède un restaurant à la périphérie d'Alès. Ce rendez-vous bien connu des passionnés de sport mécanique est habituellement plein le midi. 90 repas en moyenne, mais depuis une semaine, la grande salle de la brasserie sonne creux. Moi, j'ai une baisse de chiffre d'affaires de 30-35% tous les jours. Ça représente à peu près dans la semaine 4 000 € de chiffre. Ils filtrent les voitures. Mais bon, moi, j'ai mes clients qui viennent de moins en moins parce qu'ils ne peuvent pas passer, faire des contours et des recontours. Je veux dire, bon, c'est comme ça. Hein. On ne peut pas. Hein. Ce restaurateur a beau comprendre le mouvement des Gilets jaunes, le blocage de l'agglomération alésienne est un coup dur. Les entreprises situées à proximité de la rocade sont les premières impactées. 5 d'entre elles ont déjà eu recours à du chômage partiel. Ici, c'est un coiffeur qui a perdu la semaine passée 70% de son chiffre d'affaires. Avec 5 salariés, la fin novembre pourrait être très compliquée. Si cela doit continuer, il y a un moment où je vais devoir trouver des solutions pour mes salariés parce qu'à la fin du mois, je ne pourrai certainement pas les payer à la juste valeur de leur travail. Je comprends tout à fait le mouvement, je suis d'accord, on est tous pris un peu à la gorge, les fins de mois sont difficiles pour tout le monde. Nous, petites entreprises, on subit aussi beaucoup les différentes taxes et charges qui sont demandées par l'État. Maintenant, là, on est quand même pris depuis plus d'une semaine, quasiment 10 jours en otage par ces gilets jaunes et ça commence un peu à être difficile pour tout le monde. Des entreprises qui tournent au ralenti, contraintes d'avoir recours à du chômage partiel et des professionnels qui peinent à s'approvisionner avec certains produits. On arrive à trouver ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce qui est difficile de trouver? Des fruits et légumes. Fruits et légumes, la viande, des choses comme ça. Les produits frais? Les produits frais, oui. Ce professionnel s'adaptera, mais pour combien de temps? Le Gard est composé à 85% de petites entreprises ou PME et 900 salariés sont déjà en chômage partiel d'après les services de l'État. Et ça, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Julien Sanchez, ces Gardois, vous les connaissez bien. Malgré les blocages, malgré les problèmes économiques, le mouvement reste populaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider à sortir par le haut de cette crise?
Je crois qu'ils l'ont dit eux-mêmes, ils comprennent le mouvement. Donc aujourd'hui, il ne faut pas essayer de monter les Français les uns contre les autres en disant oui, est-ce que vous êtes gênés par les blocages et vous, est-ce que ceci, est-ce que cela. Non, je crois qu'il y a un ras-le-bol qui est assez général dans le pays de tous ceux qui ont des petits salaires, des petites retraites et qui n'arrivent plus à vivre du fruit de leur travail, qui n'arrivent plus à vivre du fruit de leur retraite. Et aujourd'hui, celui qui peut débloquer la situation, c'est Emmanuel Macron. Il est président de la République actuellement. Il doit apporter des réponses aux Français. Le fait de dire, écoutez, on va réfléchir et dans 3 mois, on verra, ça n'est pas une réponse. Et on voit qu'aujourd'hui, le gouvernement, c'est je taxe d'abord, je réfléchis ensuite, et pendant 3 mois, on va réfléchir et on noie le poisson. On dit arrêtez de faire des manifestations, on va en parler. Non, il faut apporter des solutions maintenant immédiates. Il y a des leviers d'action. Quand on est au pouvoir, on a des leviers d'action, des marges de manœuvre. C'est au gouvernement d'apporter des réponses à ceux qui manifestent. Pour beaucoup, pour la première fois, M. Morel-Lucien le disait aussi, on a des personnes parfois de 70 ans, 80 ans, qui n'avaient jamais manifesté, qui se retrouvent dans la rue parce qu'ils n'y arrivent plus. Voilà. Madame Rosière, vous redoutez aujourd'hui les conséquences sur l'économie régionale? Alors, il ne faudrait pas faire peser sur les épaules des Gilets jaunes, comme on le fait d'ailleurs chaque fois qu'il y a un mouvement social, la responsabilité d'une situation économique. En fait, il y a des causes beaucoup plus profondes. Les indicateurs sont négatifs depuis un certain temps déjà et depuis avant le début du mouvement. Donc, les causes sont ailleurs et je pense que le gouvernement n'a pas mesuré l'impact de la CSG, l'impact de la hausse de la CSG sur les retraites. Parce qu'aujourd'hui, les retraités ont effectivement, pour certains, une capacité à avoir des loisirs, dépenser pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, et sont des moteurs de l'économie, en fait, par leur consommation. Et là, l'impact de la hausse de la CSG, elle a privé, justement, ces retraités qui n'ont pas forcément un pouvoir d'achat très élevé, de ces petites marges qui alimentaient l'économie. Et aujourd'hui, je pense que ça joue aussi un rôle très lourd, ça pèse aussi très lourdement dans le ralentissement de l'économie qu'on observe en ce moment. Donc pour vous, qu'on comprenne bien, la mesure forte, ce serait de revaloriser les minima sociaux? La hausse, le coup de pouce sur le SMIC, oui, moi je pense que ça serait effectivement quelque chose d'important aussi. Moi j'ai été très choquée d'entendre Édouard Philippe ce matin d'expliquer qu'il ne voulait pas revaloriser le SMIC parce qu'il préférait rémunérer le travail. Enfin, pour moi, des personnes rémunérées au SMIC, ce sont aussi des personnes qui travaillent et elles ont aussi le droit d'avoir un petit peu plus de moyens, surtout dans un contexte, encore une fois, où on a considérablement alourdi la fiscalité et l'effort demandé aux plus modestes, alors que c'est pas du tout ce qu'on a demandé aux plus aisés. Pierre Morel-A-L'Huissier, les conséquences pour la Lozère? Le mal est profond. Beaucoup de commerçants me disent qu'ils sont gênés. Je leur ai dit, lorsqu'il y a ce type de problème, il y a une responsabilité de l'État. L'État, aujourd'hui, n'assure pas la sécurité, n'assure pas la possibilité d'ouvrir, par exemple, un rond-point. Il y a donc une carence de l'État. Je voudrais que tous les préfets de France aillent sur les ronds-points. Pas que les parlementaires, les préfets qui sont... Comment vous êtes accueillis quand vous allez dans des préfectures, il faudrait qu'ils sortent un peu. Il y a de tout, parce qu'il faut faire attention. C'est pas facile en ce moment d'être élu. Non, c'est pas facile. En Lozère, encore ça va, parce que vous avez des relations très directes avec les citoyens. Mais c'est tendu. Et puis vous n'êtes pas à l'abri de quelqu'un qui est un peu excité, vous dise quelque chose de désagréable. Mais on est là pour ça. On est là pour entendre. Le président de la République n'a pas compris ce qui se passait. C'est ça le problème. On est en plein débat budgétaire. Qu'est-ce qu'il pourrait bien aujourd'hui dire à l'ensemble des parlementaires, aux députés, aux sénateurs? On est en fabrication du budget de la nation, on bloque la situation, on essaie de comprendre les mesures qu'il faut prendre. Bloquer. D'ici le 21 décembre, on peut faire du moratoire et prendre des mesures d'assainissement pour qu'une infirmière qui est gênée, pour qu'un artisan, pour que quelqu'un qui gagne le SMIC, pour des petites pensions de 600, 700 euros. C'est au président de la République à prendre la mesure de la situation et de dire aux parlementaires, débloquer. On va débloquer les choses. Coralie Dubos, ce sera à vous un peu le mot de la fin. Oui, et en parlant, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, peut-être justement sur le moratoire et l'assainissement. Très rapidement, sur l'assainissement, on est en train de terminer la période budgétaire. On n'est pas en plein milieu, on est en train de la terminer. Ça a été longuement réfléchi, ce ne sont pas des décisions qui sont prises au doigt mouillé, il ne faut pas raconter n'importe quoi là non plus. Et justement, on a supprimé dans cette loi de finances, ce qui n'était jamais arrivé dans les 40 ans avant, alors vous l'expliquerez probablement, mais ça n'était jamais arrivé, 60 niches fiscales qui ont été supprimées et qui iront précisément à venir accompagner les allègements des cotisations salariales. On arrive vraiment à la fin de cette émission pour qu'on ait un message clair. Est-ce que vous seriez d'accord avec un moratoire, une suspension? Je vous ai déjà dit, moi je pense que c'est de la poudre de perlimpinpin. Mais alors que faut-il faire pour que les gilets jaunes on est dans un changement de paradigme sociétal. On est dans un changement de paradigme sociétal. Et je comprends que ce soit difficile. L'économie d'aujourd'hui n'est plus la même
que celle d'il y a 40 ans. Quand vous parlez des retraites difficiles à 1 300 €, vous savez que les travailleurs pauvres, c'est en dessous. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde du travail a changé. Il a changé déjà depuis 10 ans. On a du retard sur nos réformes. Il y a un an, j'étais en échange... Je termine. Il y a un an, j'étais en échange franco-allemand, j'étais en Allemagne, on venait de passer les ordonnances travail. On venait de passer les ordonnances travail et on était en débat parlementaire avec des parlementaires allemands et des ministres sur les avancées qui étaient en train d'être faites en France et qui allaient permettre des rapprochements d'économie. Pour l'instant, elles ne sont pas perçues, ces avancées. Donc, vous savez ce quand vous êtes arrivé au quand je leur ai dit justement, et ces réformes, est-ce que vous pensiez que vous seriez confronté à une crise comme celle-là? Qu'est-ce qui m'a été répondu par le ministère de l'économie allemande? On est content pour vous. Nous, on l'a fait dans les années 90. On avait 30 ans de retard. On a 30 ans de retard sur certains sujets. Il faut avancer. C'est indispensable pour tout le monde, aujourd'hui, demain, après-demain, pour vos enfants et petits-enfants. Juste conclusion en 30 secondes. Non, moi, je suis inquiet parce que je pense que le président de la République, qui était un jeune président de la République, n'a pas compris la situation de la société française. Je pense qu'il est très abîmé. Je pense que c'est très abîmé. Je pense que la crise sociale est également une crise politique. Et d'ailleurs, on voit suppression du Sénat, le référendum. Allons-y, il faut débloquer ce pays. 30 secondes, Julien Sanchez, une dernière idée. Oui, moi je dis simplement, au lieu de taxer toutes les les classes moyennes et ceux qui gagnent le moins, il faudrait que le gouvernement fasse des économies sur les mauvaises dépenses qui sont gérées, je le disais, l'immigration qui nous coûte des milliards chaque année. Comment est-ce qu'on peut justifier qu'on accueille des milliers et des milliers de migrants dans des centres d'accueil, qu'on paye leur hébergement, leur nourriture, leur scolarisation, on a débordé et qu'à 30 côté, secondes. on Je voudrais continue. laisser un mot de fin également à Virginie Rosière. Moi, je pense qu'il faut surtout remettre de la justice fiscale, c'est-à-dire arrêter d'expliquer aux gens modestes qu'il y a plus pauvres qu'eux, donc c'est normal qu'on leur prenne, quand encore une fois, on donne aux plus riches en France. Et moi, surtout, je voudrais aussi qu'on arrête de laisser croire que cette mesure, qui est une mesure avant tout de finances publiques, pour compenser les baisses d'impôts pour les plus riches, est une mesure écologique. Merci. Ça n'est pas le cas. Merci. Et le pouvoir d'achat n'est pas nécessairement pas... opposé à la transition écologique. On est à la fin de cette l'économie émission. en France et ça compte pour que demain, tout le monde puisse Dimanche en bénéficier d'un politique, digne c'est fini revenu en de tout son cas. travail. Merci beaucoup, c'est fini sur cet écran, mais vous pouvez bien sûr nous retrouver sur tous les autres. Vous avez des questions, des expériences à partager, des reportages et des émissions que vous souhaitez revoir, le site internet de France 3 Occitanie et nos réseaux sociaux vous permettent de réagir. L'information y est bien sûr sans cesse renouvelée et surtout pour bien suivre l'actualité, ne ratez pas vos journaux télévisés à 19h chaque jour et bien sûr à midi. C'est tout de suite. Bon appétit et très belle journée à tous. En vue